Oui, coucou vous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va voir les 10 dernières séries Netflix que j'ai regardées. Donc si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Je vous fais cette vidéo, je suis dézinguée. Je vous dis concrètement, je passe des nuits pourries, je travaille de fou. Et en plus là je rentre tout juste de cours. Donc comment vous dire que voilà, et après je vais réviser le CRPE. Donc comment vous dire que concrètement, ne comptez pas sur moi pour que cette vidéo soit des plus belles de cette chaîne. Bien au contraire. Mais bref, du coup, c'est parti. Première série, il y a Le Monstre, l'histoire d'Edgin, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, qui est un petit peu spéciale, ne pas regarder avec des enfants par exemple. Mais c'est une très belle série qui est la troisième saison de la série Monstre. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une autre des saisons. Je crois que c'est la seconde saison. C'est les frères Mendez. Mais du coup, pour Edgin, on retrace du coup la vie d'Edgin, qui est un fermier de Wisconsin, qui est devenu l'un des tueurs les plus infâmes des États-Unis. C'est un inspirateur de figures mythiques comme Norman Bates, qui est en Psychose, ou Leatherface, Massacre à la tronçonneuse. Gin est représenté comme le produit d'une Amérique puritaine et malade de ses pulsions. La série explore sa relation toxique avec sa mère Augusta, ses crimes macabres et l'impact culturel de son histoire sur le cinéma et la société. Donc en gros c'est un homme qui tue des femmes, qui se transforme en femme, qui a des rapports intimes avec des hommes. Enfin bref, il va il va se transformer en femme pour, parce qu'il a des problèmes psychologiques. Et pour les frères Mendez, c'est un documentaire qui revient sur l'affaire des frères Lil et Eric Mendez, condamnés en 96 pour le meurtre de leurs parents dans leur villa de Beverly Hills. 30 ans après les faits, les deux frères livrent leur version des événements à travers des témoignages inédits. Le film propose une relecture du procès qui a captivé l'Amérique en confrontant les récits médiatiques à la parole des protagonistes eux-mêmes. Et en gros, on voit que le pourquoi ils ont tué leurs parents, c'est tout simplement à cause de leur père qui les vait quand ils étaient petits et voilà. Bref, c'est vraiment des histoires très tristes, mais qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà. De toute façon, là, vous allez voir, il y a beaucoup de séries tristes, hein, puisque la prochaine aussi est triste. C'est 13 novembre, Fluctuate, Nake Mergiru. Vous avez la miniature, enfin, vous avez là, ici, l'image de la série, parce que mon accent anglais est pourri. Mais en gros, cette série revient chronologiquement sur les attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, dans les plus meurtrières en France depuis la Seconde Guerre mondiale, à travers des interviews de survivants, de proches de victimes, de secouristes et de forces de l'ordre. Elle reconstitue les événements de cette nuit tragique, les explosions au Stade de France, les fusillades dans les cafés et le massacre au Bataclan. Chaque épisode se concentre sur un lien et au moment clé. Le premier se concentre sur le Stade de France et les terrasses parisiennes, le deuxième sur les Bataclan et le troisième sur les suites et les témoignages des otages. Et franchement, c'est une série qui m'a beaucoup touchée. Et je l'ai regardée là, je vous tourne la vidéo, mais le 13 novembre justement. Et c'est une série qui m'a beaucoup. Qui m'a donné des frissons. J'avoue que c'est pas trop des séries que j'aime regarder, enfin, que je regarde, mais j'aime beaucoup puisqu'on revient sur des faits qui ont marqué la France en fait. Et voilà, et puis même, genre, ça vient de faits réels, donc j'aime beaucoup tout ça. D'ailleurs, si vous avez des séries ou des films de faits réels à me conseiller, n'hésitez surtout pas, j'adore ça. Ensuite, j'ai regardé Validé avec Attic. J'ai fait deux synopsis puisque les deux saisons sont très différentes. Donc pour la première, on suit Apache qui voit sa carrière exploser après avoir été validée par une star du rap, mais le succès attire la jalousie et trahison. Entre loyauté envers ses proches et
l'exploitation du milieu. Il doit affronter les pièges de l'industrie musicale. La saison se termine sur un drame brutal qui bouleverse tout puisqu'il meurt. Et du coup, après la mort d'Apache dans la saison 2, c'est Sarah qui reprend le flambeau en intégrant le label Apache Music. Elle doit s'imposer dans un univers masculin et impitoyable tout en affrontant ses propres démons. La saison explore les tensions entre authenticité artistique et stratégie commerciale, avec en toile de fond une quête de justice et de reconnaissance. Voilà. Mais c'est une série qui est très bien, surtout les gens qui aiment le rap, hein, vraiment vous allez kiffer. Et en fait, voilà, tout ce qui est tous les clichés, on va dire, du rap, donc là, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est prison, tout ce qui est tous les côtés négatifs en fait qu'on a sur les personnes qui font du rap. Ensuite, il y a El Refugio Atomico qui est une série face à une guerre nucléaire imminente. L'élite mondiale se réfugie dans Chimera, un bunker souterrain ultra sécurisé conçu pour résister à l'apocalypse. Mais une fois les portes scellées, les tensions explosent. Deux familles rivales se retrouvent contraintes de cohabiter, ravivant des querelles anciennes et des secrets enfouis. Coupés du monde, les survivants doivent affronter non seulement les menaces extérieures, mais aussi les bombes psychologiques qui éclatent à l'intérieur. Et j'avoue que... alors j'ai suivi en travers parce que c'est pas une série sur laquelle j'ai beaucoup accroché contrairement aux précédentes. Mais accrochez-vous quoi. Ensuite, il y a Jusqu'à l'aube. Chaque épisode enferme 3 humoristes dans un lieu réputé hanté. Manoir, château, asile. Leur mission, passer une nuit sans craquer. Entre pièges, mise en scène effrayante et défis absurdes. Ils doivent garder leur sang-froid tout en nous faisant rire. Le concept repose sur le contraste entre la peur réelle et les réactions comiques des participants. Notamment, il y a un épisode avec McFly et Carlito. Et je sais plus trop qui. Et en fait, ils vont se faire peur mutuellement. En même temps d'avoir peur dans la série, dans le principe de la série. Et franchement, c'est une plutôt belle série. En fait, c'est avec des personnes un petit peu connues, notamment des influenceurs, etc. Donc n'hésitez pas à la regarder. Je pense que les jeunes, ça peut pas mal vous plaire. Ensuite, il y a le jeu de la dame que j'ai beaucoup kiffé. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'elles avaient pas du tout aimé. Mais perso, j'ai beaucoup aimé. Du coup, on suit Bess Harmon, qui est orpheline à l'âge de 9 ans. Elle découvre son talent exceptionnel pour les échecs dans le sous-sol de son orphelinat. Rapidement, elle devient une figure montante du jeu, défiant les conventions d'un monde masculin et élitiste. Mais derrière son génie se cache une lutte intérieure contre la solitude, le traumatisme de l'enfance et une dépendance aux tranquillisants et à l'alcool. La série suit son parcours de l'enfance à l'âge adulte, entre compétition internationale, relations complexes et quêtes identitaires. Sa rivalité avec les meilleurs joueurs du monde, notamment le russe Borgoy, culmine dans un affrontement épique à Moscou. Et moi je sais qu'il y a 2 scènes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a une scène, au début de la série, où en fait c'est la scène justement où elle va découvrir qu'elle est faite pour les échecs, puisqu'elle se rend dans le sous-sol et elle rejoint un vieux monsieur qui va justement lui apprendre à jouer aux dames, aux échecs. Oui, échecs, dames, oui, enfin bref, vous m'avez compris. Et en fait, ce monsieur joue tout seul au jeu. Je crois que c'est aux échecs ou aux dames qui joue tout seul. Je sais plus, mais l'un des deux. Et en fait, elle va lui demander à quoi il joue et c'est là où elle va s'initier au jeu. Et il y a une autre scène où elle est dans un bar et elle va défier un des plus grands joueurs. Et en fait, à chaque fois, elle va lui donner de l'argent. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué ça. Ensuite, il y a Veto Devil que j'ai regardé qui m'a un peu tourmentée. Parce que c'est là où on voit aussi la maltraitance animale et à quel point... alors déjà, moi je me suis posé beaucoup de questions sur le personnage principal. Je vous lis le synopsis juste après. Mais je me suis beaucoup posé de questions sur le personnage principal. Et notamment sur nous, êtres humains, comment on peut être avec les animaux. Et ça me fait mal au cœur, vraiment. Mais du coup, on suit Anton Gondoy, qui est vétérinaire de campagne galicien, qui voit son monde s'effondrer avec la fermeture des fermes d'élevage. Contraint de se réinventer, il accepte un poste dans une animalerie de luxe à la Corogne, destinée à jet set urbaine. Il y trouve avec sa nièce Uxia
il y travaille avec sa nièce Uxia, qui découvre elle aussi que ce monde n'est pas celui qu'elle imaginait. Entre chiens coiffés comme des stars, clients capricieux et choc de valeurs, Anton doit s'adapter à une nouvelle réalité où l'animal est un objet d'affection plus qu'un compagnon de travail. La série explore avec humour les tensions entre ruralité et modernité, vocation et superficialité. Purée, je sais pas lire aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais c'est une série qui, moi, m'a un peu marquée. En fait, c'est là où vraiment je me dis que l'humain peut être cruel. Et notamment avec les animaux. Personnellement, vous savez que j'ai un chien et un lapin chez mes parents. Mais, personnellement, oui, ok, je suis prête à faire des photos de Ace avec des déguisements, ça, ok, et encore. Je suis pas hyper pour, mais il n'y a pas de maltraitance derrière. Et, mais de là à aller coiffer mon chien, bon, après vous me direz, Ace n'a pas des très longs poils, donc le coiffer va être compliqué. Mais ne serait-ce que l'idée ne me serait jamais venue à l'esprit en fait. Genre, lui mettre un petit costume pour Noël, de Père Noël, ok. Lui mettre un déguisement d'Halloween pour Halloween, pourquoi pas. Mais pas de là à aller le coiffer. Il y a aussi, enfin vraiment, il y a des gens qui se croient tout seuls au monde. Et c'est là aussi qu'on voit vraiment la nature, enfin la société actuelle. Bref, on s'éparpille. On va passer à la prochaine série, c'est Le Serpent. Qui est une série qui m'a... Alors, j'étais pas prête à la regarder vu le nom, puisque j'ai un peu la peur des serpents. Mais franchement, elle est pas mal. Donc, on est dans les années 70 avec Charles Sobret, qui est un escroc franco-italien charismatique, servi en Asie du Sud-Ouest sous l'identité d'Alain Gauthier. Il drogue, vole et tue des jeunes routards occidentaux sur la Hippie Trail, notamment en Thaïlande, au Népal et en Inde, avec l'aide de sa complice Marie-André Leclerc. Il manipule ses victimes et brouille les pistes. Mais un diplomate néerlandais, Herman Knippenberg, intrigué par la disparition de deux compatriotes, commence à enquêter. Ce jeu du chat et de la souris entre le tueur et l'enquêteur devient le cœur de la série, entre tension psychologique et reconstitution historique. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça en voyant la couverture de la série, donc je vous mettrai ici. Puisque tout simplement, en fait, ça fait pas du tout penser à ça, quoi. Et en fait, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Voilà. Et ensuite, il y a les... alors, ça s'appelle Policière, voilà, mais quand moi j'ai fait les recherches pour vous faire la vidéo, j'ai dû mettre des femmes dans la police. Et en fait, c'est un programme, c'est une série qui suit plusieurs policières dans le cadre d'une expérience immersive. Dès le premier jour, elles sont envoyées en patrouille dans un quartier sensible nommé Clara. L'une d'elles, Karine, est chargée de retrouver un objet perdu, mais sa mission prend une tournure inattendue. Elle découvre bien plus que ce qu'elle cherchait, révélant des tensions sociales, les défis du terrain et les réalités du métier. Voilà. Et c'est une série qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a trop peu de femmes dans la police. C'est vrai que ça, j'en parle très peu. Enfin, je parle très peu de mes points de vue sur beaucoup de choses. Mais je trouve qu'il y a trop peu de femmes dans la police. Alors, enfin, on est dans une société. Je vais parler comme... J'ai eu un cours en plus là-dessus ce matin. Donc, d'autant plus. Et en fait, on est trop dans la catégorisation et dans les hiérarchies. Et dans le fait de normaliser les clichés que on en oublie que dans notre société on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors personnellement je suis pour les femmes policières, je suis pour les femmes militaires, je suis pour les femmes pompiers, je suis pour les hommes enseignants, je suis pour les femmes médecins, je suis pour les hommes qui travaillent en crèche, tout ça je suis pour. Et en fait je pense que c'est le fait que cela change qui va faire que notre monde va évoluer et que nos sociétés vont changer si on se bouge les fesses. Voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!